un virus dans l'air. C'est une sortie du désert, d'une certaine manière, la sortie d'un confinement, la sortie d'un joug, J-O-U-G, et c'est là que ça m'intéresse le plus, la fête de Pessa. Parce que pour moi, la fête de Pessa, c'est la fête du désir. Je ne sais pas si vous m'entendez, moi je n'entends plus rien, je ne vois plus personne. Oui, Donc pour moi, Pessa est une fête très importante en tant que non-juif, mais elle m'intéresse énormément intellectuellement aussi parce que j'aime y participer. C'est que c'est une fête du désir. Je m'explique. Les Juifs avaient le choix entre deux dominations, entre deux jougs, J-O-U-G, hein, entre deux dominations. La première, c'était une domination égyptienne, qui aurait très bien pu être une domination confortable. Il y a des esclaves qui vivent confortablement en esclavage. Et une autre domination, beaucoup moins confortable, qui est la domination de la loi. Et le génie du judaïsme consiste à avoir préféré la domination de la loi pour devenir libre, plutôt que la domination égyptienne pour rester confortablement dans un état donné. Et donc, le choix entre le confort relatif et l'inconfort total, le choix entre une domination physique, morale, esthétique, culturelle et une domination, j'allais dire, éthique, c'est-à-dire celle de la loi, fait qu'il y a eu un désir de s'arracher. Quand on regarde l'étymologie du mot désir, ça veut dire être capable de discernement, le désir. Ça veut dire ça vient de Cyrus, qui veut dire l'amas, la constellation d'étoiles. Et quand on arrive à voir les choses, non pas sous forme d'un paquet, sous forme d'un amas, mais qu'on arrive à distinguer une étoile de l'autre, quand on arrive à avoir l'acuité qui permet de choisir, de distinguer les choses, eh bien, on s'aperçoit que le désir a été de changer une domination brutale en une domination d'une plus grande violence, mais beaucoup moins brutale, qui est celle de la loi. Et la loi est une contrainte qui permet d'avoir accès à cette chose inouïe qu'on appelle la liberté. Et aujourd'hui, on est en confinement, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Le confinement, c'était l'Égypte, mais la liberté qu'on se donne dans un état de confinement, c'est précisément le choix du judaïsme, de la loi. La loi, c'est ce qui nous permet d'être libres en ayant d'autres dominations qu'une domination partagée, une domination morale, une domination éthique qui nous fait être seuls avec tous et aussi tous en étant un seul. Et je terminerai en disant, parce que je ne vais pas non plus monopoliser la parole, qu'il y a évidemment dans cette fête de Pessa un côté rédempteur. C'est une fête également de la rédemption, et ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure. Une petite précision, en tant que c'est le baptisé que je suis, je ne dis pas que je suis catholique, je dis que je suis baptisé, c'est que le premier jour de la fête de Pessa correspond aussi à la date de crucifixion du Christ. C'est quand même intéressant de voir cette simultanéité que Pâques est aussi le moment de la crucifixion. C'est-à-dire que les Romains ont cru discerner là aussi quelqu'un qui ne devait plus du tout se fondre dans la masse, mais se distinguer du tout. Et on a eu le désir de le tuer, on a eu le désir de le crucifier, et ça a provoqué cette sidération, toujours dans l'étymologie de désir, cette sidération qui est une forme de pétrification, c'est-à-dire qu'on se pétrifie face à l'impossible, comme certains peuvent être aujourd'hui pétrifiés par l'impossible que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire crucifiés. Eh bien, est née une nouvelle religion de cette pétrification, de cette crucifixion, de cette sidération, qui est la religion catholique. Et on voit quand même que dans cette fête-là, les deux religions, d'une certaine manière, coïncident dans le corps du Christ, qui est, pour les chrétiens, le dernier des juifs et le premier des chrétiens. Et je terminerai pour dire que dans la rédemption, parce que c'est aussi le fait de la rédemption, il y a un rapport avec le messianisme. Et le message du messianisme est un message très important par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est une situation qui, pour certains, est absolument effroyable et à juste titre. C'est que le messianisme n'a jamais été, et je sais que mon ami André écoute en ce moment, le messianisme n'a jamais été la fin des temps, mais le temps des fins. Et le temps des fins, c'est le temps dans lequel on va pouvoir passer d'une époque à l'autre, d'une situation à une autre,
c'est-à-dire que quelque chose va finir et quelque chose va commencer. C'est donc pas la fin de tout, l'Apocalypse, la fin des temps au sens où il n'y aura plus rien après. Au contraire, le temps des fins, c'est le moment dans lequel on va s'apercevoir, toujours discerner, ce qui est terminé et ce qui va pouvoir commencer. Car une des grandes obsessions aussi de la pensée juive, c'est, vous savez, de savoir quand est-ce que l'aube commence et quand est-ce que la nuit se termine. Ce moment où le crépuscule et l'aube sont confondus, qui est très important. Quand est-ce qu'on peut commencer à discerner le jour de la nuit, ce qui est très important parce que ça ramène toujours à la question de savoir s'il faut faire la prière le soir ou la prière le matin. Mais pour résumer tout ça, je dirais que pour moi, Pessa, à titre personnel, c'est la grande fête du discernement. C'est ce qui nous permet de ne pas confondre les choses, de pouvoir trier entre des fake news, par exemple, aujourd'hui, et des choses vraies, de pouvoir trier les informations, de pouvoir résister à cet amas, à cette constellation d'informations qu'on a sans cesse, d'assauts de réalité qui viennent jusqu'à chez nous, et pouvoir toujours prendre le temps des fins, le temps du discernement, le temps intime, celui qui nous fait choisir toujours la liberté par rapport à l'esclavage. Là, l'esclavage, en l'occurrence, c'est celui qui nous lie pieds et poings à l'information en continu, qui même essaye de juguler notre libre arbitre et notre sens critique pour nous faire taire. Vous savez bien que dès qu'une opinion dissonante, on a vu ça avec le professeur Raoult par exemple, vient perturber le message ambiant, qui est de dire qu'il y a une mobilisation générale et que tout le monde doit faire front et avancer comme un seul homme, eh bien, le sens critique, qui est un sens du discernement, en cette période de Pessa, ne doit pas nous faire oublier que le pouvoir de Pessa, c'est aussi le pouvoir de prendre le temps de distinguer une chose de l'autre. Voilà comment, dans l'état actuel des choses, je célèbre à titre personnel Pessa d'une manière tellement peu orthodoxe que c'est la seule qui me convient. Merci beaucoup pour ces premiers mots, Yann. Tu parlais du temps de l'instantanéité, de la situation actuelle qui est vraiment le temps de l'information en continu qui va très vite. Dans quelle mesure en quelque sorte cette sortie d'Égypte permet peut-être de prendre le temps et de s'inscrire dans... La sortie d'Égypte n'est pas du tout importante. C'est l'entrée dans la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sortie d'Égypte, on ne va pas au pied du mont Sinaï. Et si on ne va pas au pied du mont Sinaï, on n'a pas la Torah. Donc la sortie d'Égypte n'est pas une fin, c'est un moyen. La sortie d'Égypte n'est pas du tout... vous savez d'ailleurs qu'on a traduit Exode dans le Nouveau Testament, ça s'appelle l'Exode, mais en hébreu, c'est les noms. C'est-à-dire qu'en fait, l'Exode n'est pas du tout considéré comme quelque chose d'important en soi. Ce qui est très important en soi, c'est essentiellement l'arrivée au Sinaï et le pouvoir de s'attribuer la loi. Le fait que le nom nous donne la loi. Ça, c'est beaucoup plus important que la sortie d'Égypte en tant que telle. Mais ce que je vois là, c'est une association très Gog et Magog, si j'ose dire, qui est l'association de malfaiteurs entre les fake news et les news. C'est-à-dire entre les réseaux sociaux et les chaînes d'information. Je m'explique de manière très claire. D'un côté, on a donc les fake news, ce sont les réseaux sociaux dans leur immense majorité, et de l'autre côté, on n'a pas la vérité, on n'a pas des news, on a des contre-fake news. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir du vrai, on a du contre-faux. Les chaînes sont tellement obsédées par le fait que les gens soient abreuvés de fausses nouvelles qu'ils essayent d'allumer des contre-feux sur ce contre-faux, de nous donner des contre-fausses nouvelles, plutôt que de nous donner les vraies, au sens où les vrais ne seraient pas cet effet zoom et obsessionnel sur le virus, mais serait le virus parmi d'autres informations. Et je crois que la situation pratique dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, la situation physique, technique, le confinement notamment, est la conséquence tout autant du virus que de l'information sur le virus. C'est-à-dire qu'il y a eu deux pandémies. Il y a eu la pandémie du virus et la pandémie de l'information sur le virus. Et c'est comme s'il y avait une pandémie de l'épidémie, c'est-à-dire une épidémie au carré, c'est-à-dire qu'il y a eu l'épidémie du virus, qui est vraiment celle qu'on essaye de combattre,
Et puis, il y en a une qui pouvait être évitable, c'est l'épidémie de l'épidémie. Celle qui est véhiculée à la fois par les réseaux sociaux et par les chaînes d'information qui essayent de ramer contre les fake news et qui donc fabriquent de la contre-fake news plutôt que de la news, si j'ose dire. Et c'est très intéressant parce que le contraire du faux n'est pas le vrai. Le contre-faux, c'est la propagande. C'est-à-dire quand on essaye de faire dévier les choses vers un seul sujet, pas forcément un truc propagande au moment, non, on dit vrai, mais le vrai est tellement réduit à uniformisation de la réalité, c'est-à-dire là, c'est le virus qui prend tout l'espace, il n'y a plus d'espace pour quoi que ce soit d'autre que du coup, par une espèce d'effet qui donne vraiment le vertige, la réalité s'ajuste au traitement de la réalité. Et donc, le confinement qu'on vit aujourd'hui est à la fois la conséquence du virus et de l'information sur le virus. Ce qui est quand même fabuleux. Si je voulais dire les choses de manière vraiment provocatrice et en les caricaturant à mort, ce que je dis là est une caricature et je ne la pense pas. Mais imaginons, c'est juste une hypothèse, je ne pense pas ce que je vais dire, c'est une hypothèse de travail. J'aimerais, si les choses n'étaient pas aussi graves, qu'on puisse revoir les choses de zéro en imaginant qu'on ne connaisse pas ce virus, qu'on ne l'ait pas détecté et qu'on n'en parle jamais. Est-ce que la réalité dans laquelle nous vivons serait différente? Oui, elle serait totalement différente. Peut-être qu'il y aurait plus de morts, c'est bien possible, mais la plupart des gens se diraient, c'est bizarre, cette année, la grippe est terrible. On aurait une situation tragique, les hôpitaux seraient débordés de la même manière, mais le rapport qu'on aurait au réel ne serait pas contaminé lui-même par une psychose, par une peur de la peur, qui d'une certaine manière nous éloigne quand même de la réalité telle qu'elle est. La réalité est cauchemardesque, mais elle est rendue cauchemardesque au carré par ce couple infernal Gog et Magog du réseau social et de la chaîne d'information. Dans cette hypothèse un peu, enfin, la réflexion que tu mets là, elle est un peu provocatrice comme. Non. Ça serait provocateur si je disais de manière claire, si je disais par exemple, ah oui, c'est qu'une grippe. Non, je dis, il serait intéressant j'essaye en fait d'évaluer, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple tout à fait saugrenu, volontairement, parce que je ne pense pas, si tu veux, que ce soit une grippe comme une autre. Pas du tout. Je dis simplement que j'essaye d'évaluer la part et la responsabilité de l'information et des réseaux sociaux dans cette épidémie, dans cette pandémie, dans cette tragédie. C'est-à-dire que j'essaye de voir quelle est la part de viralité des réseaux sociaux et de l'information, l'un étant un virus, les fake news, et l'autre un contre-virus, l'information, dans cette pandémie sanitaire et dans cette pandémie intellectuelle. C'est-à-dire qu'on produit aussi de la peur. Il y a aujourd'hui une production de la peur, et on le sait parce que les gens n'ont jamais autant regardé les informations, si bien que ce vieil instrument du XXe siècle qui était la télé reprend du poil de la bête. J'essaye de manière totalement impuissante, parce qu'on ne pourra jamais le savoir, c'est par définition, mais quelle est la part dans le traitement de l'information sur le virus de psychose qui a été engendrée, d'événements qui ont été précipités et qui nous ont empêchés de réfléchir parce qu'on a l'impression souvent que les pouvoirs suivent de manière totalement aveugle et impuissante deux dieux complémentaires qui sont celui de la science et celui de l'information. Je trouve démissionnaire un pouvoir qui se dissout dans la seule obéissance à la science. Ça paraît aberrant. Le pouvoir politique n'est pas là pour obéir au doigt et à l'œil des scientifiques. C'est la fin de la politique. Et deuxième chose, mais ça, on sait très bien que depuis un moment, c'est le cas, le pouvoir politique n'a pas à entériner et à photocopier ce qu'il voit au journal de 20 heures. Il y a là, et ni sur les réseaux sociaux. On savait que le pouvoir politique était très fluctuant et très sensible aux opinions sur les réseaux sociaux. On savait même que les réseaux sociaux étaient capables d'infléchir des décisions de justice. On sait aussi que le couple qu'ils forment maintenant, ou le contre-couple qu'ils forment avec les chaînes d'information, est quelque chose qui est de l'ordre de la bombe. C'est-à-dire que sans cesse, la réalité qui nous est proposée
et celle des réseaux sociaux et des informations. Et une troisième réalité décisionnelle vient de se poser sur ce chaos, qui est l'avis médical, l'avis sanitaire, qui est loin évidemment de faire l'unanimité, puisque par définition et heureusement la science n'est pas une, elle n'est pas holistique, et forcément les politiques sont obligés de s'aliéner à ce pouvoir décisionnaire nouveau, ce techno-pouvoir sanitaire ou ce bio-pouvoir, comme l'avait prophétisé Michel Foucault. Et là, effectivement, ce qui peut faire peur, c'est la troisième peur, d'une certaine manière, après celle des réseaux sociaux, celle de la télévision, qui un jour veut nous faire peur et le lendemain veut nous rassurer avec la même virulence. Hier, l'Espagne était à l'agonie, aujourd'hui, on n'a que des bonnes nouvelles. Eh bien, ces trois pouvoirs capricieux que sont les réseaux sociaux, les informations et les médecins, car vous pouvez aller voir 4 médecins pour un même mal, vous aurez 4 diagnostics différents, sont pour moi, à titre individuel, des motifs d'inquiétude, car je sens presque physiquement le gouvernement s'en remettre. Je ne veux pas de politique, hein, je ne critique pas les gens qui nous gouvernent, ce n'est pas du tout le propos, ce n'est pas mon intérêt, ce n'est pas mon intention, ça n'a pas d'intérêt, je veux dire. Je veux dire par là que la manière dont le pouvoir politique a démissionné au profit du pouvoir sanitaire est quelque chose que je trouve inquiétant. C'est très inquiétant. Ça prouve une forme d'impuissance et je me suis dit également la chose suivante, c'est que si Emmanuel Macron utilise le mot de guerre et de mobilisation générale pour la situation actuelle, ça me renvoie à deux petites remarques et après je vais me taire, j'ai trop parlé. La première minuscule remarque est que, en disant mobilisation générale, il place la prévisibilité du pire dans le passé. Ça prouve bien qu'il est incapable de prévoir l'avenir, mais qu'il n'est capable que de prévoir ce qui est déjà devenu. Pour lui, le très très grave, l'impossible, l'apocalypse, c'est toujours dans le passé. Donc là, il a situé 1920 en 1914. C'est la première erreur, à mon avis. On prévoit l'avenir et on ne prévoit pas le passé. Et le pire n'est pas forcément l'apanage des dates révolues. Le pire peut être l'apanage des dates à venir. Et donc, la deuxième erreur est presque du même type. En employant le mot de guerre, il m'a fait comprendre que s'il y avait une véritable guerre aujourd'hui, on serait dans la même incapacité à répondre à l'ennemi réel qu'à l'ennemi viral, qu'à l'ennemi humain, qu'à l'ennemi microscopique. Et ça fait un petit peu peur dans la mesure où on voit, comme quand la mer se retire et qu'on voit ce qu'il y avait dessous, c'est-à-dire des rats crevés et des bidons d'huile rouillés, on voit qu'en fait, derrière l'arrogance politique et l'assurance politique qui nous a installés dans un certain confort depuis quelques décennies, depuis en fait 1950, qui à chaque virus nous fait croire que les virus sont réservés aux pays chauds et aux noirs, mais qu'en Occident, on est à l'abri, comme Tchernobyl, en fait, était un nuage qui restait chez les Russes. Eh bien, on a l'impression, si vous voulez, qu'on s'est installé dans une situation où il n'était pas question de prévoir, parce que le pire avait déjà eu lieu en 1914, ou bien avant ou un petit peu après, et surtout, qu'il ne pourrait jamais nous advenir. Et cet aveuglement est terrible. Là, il y a un retour du bâton du réel. Et c'est vrai que s'il y a bien un désert ou un joug égyptien dont il va falloir sortir, c'est celui de l'arrogance, c'est celui de l'assurance, c'est celui de l'immunité occidentale gâtée. Et je crois que malheureusement, il y avait une chose à prédire là-dedans, c'était la pandémie. La pandémie est prévisible et prévue depuis assez longtemps. On a même cru pendant un temps que c'était des terroristes qui allaient créer un virus de toutes pièces ou élever une bactérie qui pourrait ravager la planète. D'ailleurs, c'est toujours probable. Et donc, la pandémie, contrairement à une idée reçue, faisait partie des dossiers. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une conférence de Bill Gates de 2016 qui prévoit à la virgule près ce qui est en train de se passer. Il y avait des rapports de la CIA qui montraient comment le monde risquait d'évoluer d'ici 2030, où il y avait des scientifiques qui alarmaient les pouvoirs politiques sur ce sujet. Mais comme aujourd'hui, on part toujours au plus payant, c'est-à-dire à l'élection à venir, et on voit très bien que le temps politique du quinquennat s'est rétréci jusqu'à coïncider quasiment avec le capricieux temps de l'information et des tweets, on voit aujourd'hui, si vous voulez, qu'on est capable de prévoir ce qui est advenu,
mais on est incapable de penser ce qui va advenir. Et je sais qu'on en a parlé seul à seul, Noémie, tout à l'heure au téléphone, mais après je me tais, je vous le promets. Je pense qu'un chef d'État aujourd'hui devrait très humblement, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, réunir des ingénieurs, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, des scénaristes aussi, des auteurs de science-fiction, pour commencer à penser les grands chaos, les grandes guerres, les grandes catastrophes qui peuvent advenir dans ce 21e siècle, qui n'a ni, c'est très difficile à dire, hein, je ne sais pas si des gens y arrivent, qui n'a d'inédit que l'inculture qu'on a de l'histoire passée. Les pandémies ont toujours existé, les guerres ont toujours existé. Ce qui a changé, c'est notre réactivité par rapport aux événements, notre préparation par rapport aux événements et aussi notre arrogance par rapport aux événements. La guerre froide a consisté à éviter et à prévoir, à passer son temps à essayer de calculer la possibilité d'une guerre chaude. Donc, on a vécu pendant 70 ans dans l'obsession de la prévision et de la prévisibilité, en faisant des plans sur la comète. Cette guerre chaude n'est pas arrivée, mais comme la guerre froide est terminée, le temps de la prévisibilité est achevé. Et quand je disais que ce n'était pas la fin de temps, mais le temps des fins, voilà une fin, quelque chose à laquelle il va mettre fin, c'est l'arrogance. Merci Yann. Merci Yann. J'ai écrit sur le côté que si certaines personnes veulent poser des questions, elles peuvent les écrire sur le côté et on les relaiera. Cette question de l'instantanéité, elle m'interroge. Elle m'interroge aussi autour de la question de l'espace public, parce que finalement, tu parles beaucoup des réseaux sociaux, du pouvoir qu'a pu prendre les réseaux sociaux. Et ce pouvoir, il est pris aussi parce que l'espace public en tant que tel, en tant qu'espace public physique, a disparu. En ce moment, tu veux dire avec le confinement? Exactement, avec le confinement. Mais oui, parce que si je sors, je suis une bombe humaine. Je suis un engin de mort dans la rue. Non seulement je peux recevoir la mort, mais je peux la distribuer, je peux la donner, je peux l'inoculer. Admettons que je sois asymptomatique, Noémie. Admettons que là, ce soir, j'ai le coronavirus. Peut-être que j'ai toussé il y a quelques jours. Et admettons que sur moi, le coronavirus n'ait pas d'effet. C'est une hypothèse. Hein. Si je sors dans la rue, je suis un engin de mort. Ma simple présence dans l'espace public peut tuer quelqu'un. Donc, effectivement, l'espace public se réduit à l'espace privé. Il y a coïncidence entre l'espace privé et l'espace public. Et je suis obligé de rester chez moi pour ne pas tuer quelqu'un. C'est la première fois de ma vie que le fait que je respire puisse déclencher la fin de la vie de quelqu'un. Ça pose quand même des questions. Moi, j'essaye de courir 1 heure par jour dans un endroit autour d'un espèce de pâté, enfin de petit jardinet, là, je croise personne. Dès que je vois quelqu'un, je cours dans le sens opposé, non pas par trouille, parce qu'on pourrait en parler aussi, mais je crois qu'il y a un rapport à la mort là, qui est lui-même effrayant. Bon, c'est un autre sujet. Mais on a peur, tout le monde a peur de la mort. Il faut être bête pour ne pas avoir peur de la mort, mais il y a aussi une double peur, très honnêtement, c'est celle de donner la mort. Et on est pris en étau entre le fait d'avoir peur de la donner et le fait d'avoir peur qu'on nous la donne. C'est pour ça que l'espace public est anéanti. C'est un espace aujourd'hui morbide, mortifère et mortuaire et funéraire. Et quand je voyais des images hier à la télévision de gens qui, au moindre rayon de soleil, commencent à sortir, je m'aperçois en fait que l'arrogance est de retour. La mort, c'est toujours pour les autres. La contamination, c'est toujours pour autrui. Et philosophiquement, même si le confinement est quelque chose qui peut être désagréable, je trouve que même quelqu'un qui qui ne peut contaminer personne parce qu'il a déjà été vacciné naturellement en l'ayant eu, philosophiquement, cette personne doit rester chez elle. Il y a quelque chose là qui vaut pour l'humanité entière, qui n'est pas simplement une mobilisation générale. Le vrai terme, ce serait une mobilisation universelle. Il y a une grande différence entre le général et l'universel, c'est que le général, c'est un paquet de gens que tu rassembles pour qu'ils fassent la même chose, et donc c'est la manière de comprendre par l'addition, alors que l'universel, c'est une manière de comprendre par la transcendance, par le haut, non pas par l'addition,
mais d'une certaine manière par l'élévation. Et donc, une prise de conscience universelle, c'est de considérer que ce qui est valable pour moi l'est pour tout le monde, mais de manière plus philosophique. C'est-à-dire que le fait de ne pas sortir permet, d'une certaine manière, à l'humanité d'aller mieux, non pas de manière collective, mais de manière philosophique. C'est-à-dire de se conduire mieux, d'avoir une conduite morale plus digne, de presque… Le fait de ne pas sortir, c'est presque une minute de silence généralisée pour les morts. C'est presque une manière de prière pour les athées, pour le personnel soignant qui, effectivement, fait preuve d'une certaine forme d'héroïsme en allant au combat tous les jours. Et pour moi, le confinement, je le vois comme une marque de respect moral pour ceux qui meurent du virus et pour ceux qui essayent de soigner les malades. Plus, à la limite, que comme une espèce de conduite civique. Je le vois comme une conduite morale, non pas comme une mobilisation générale, mais comme une mobilisation universelle. Je ne t'entends plus, Noémie. Du tout. Là. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Ok. Je pense que la question de l'universel, elle est très centrale dans ce qui se passe actuellement parce que finalement, on avait cette discussion-là la dernière fois ensemble, la question de guerre mondiale. Finalement, à la Seconde Guerre mondiale, ça concernait certains pays. Là, on est vraiment dans une situation où le monde entier est touché par vague et le virus ne fait de distinction entre personnes et ça rappelle en quelque sorte les 10 plaies d'Égypte. Et cette question du confinement, elle fait penser aux Juifs qui avaient mis une croix rouge devant leur maison et à cet endroit-là, la plaie n'avait pas touché. Exact. Alors là, je suis content que tu parles de ça parce que déjà, il y a quelque chose qui n'est pas juif du tout. Et on force finalement le personnel médical à être en face de ce dilemme. Quand je te parlais tout à l'heure de discernement et pourquoi Pessa est la fête du discernement. Parce que les médecins sont obligés aujourd'hui de discerner, de distinguer celui qui va mourir de celui qui ne va pas mourir. Il est face à un choix cornélien, atroce, qui est que des gens dont pas la fonction, c'est pas une fonction, des gens dont la vie, le destin est de sauver des vies, sont obligés de décider qui ils vont laisser mourir. Ils sont obligés de discerner. Et s'il y a bien quelque chose, c'est la vocation, le mot que je cherchais. Si leur vocation est de soigner et non pas d'avoir à décider qui va mourir à la place de qui. Et s'il y a bien quelque chose qui n'est pas juif du tout dans cette affaire, quand je dis juif, en général, il faut entendre ça par morale. Parce que je suis athée. Je dis souvent que n'étant pas juif, la religion juive ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas religieux en tant que tel, et le judaïsme ne m'intéresse pas plus que ça, la judéité non plus parce que je ne suis pas juif de sang. Donc je suis simplement intéressé par la pensée juive. Mais il y a un truc qui n'est pas juif, c'est d'avoir à discerner, à choisir entre une personne mourante et une personne mourante. Pourquoi? Car je ne crois pas qu'il soit juif du tout, et sans doute pas chrétien, et en tout cas pas éthique, pas moral, que de choisir comme critère de survie l'âge. Celui qui est âgé n'a pas moins de légitimité à être en vie et sur Terre que celui qui n'est pas âgé. Le critère de sélection sur le nombre d'années passées sur Terre est un scandale. Ce n'est pas un reproche que je fais à ceux qui doivent prendre cette décision, pas du tout. Je dis que c'est métaphysiquement un scandale. C'est philosophiquement un scandale. La durée qu'un être a passé sur cette Terre n'est pas en soi un critère de sélection. Je vais te donner un exemple. Admettons qu'un prix Nobel de physique ou de médecine, un prix Nobel de médecine, dont les travaux ont sauvé des vies, à 83 ans, est infecté par le coronavirus. Bon. Et un terroriste de 23 ans qui préparait un attentat, qui était appréhendé au dernier moment, est contaminé par le coronavirus. Ces deux personnes sont aux urgences, les deux dans un état extrêmement grave. De quelle éthique on parle?
toutes les éthiques peuvent se rassembler dans ce moment-là. Certains vont te dire, ah, moi je prends le critère de l'âge. C'est le néo-Mohamed Merah qui doit vivre, il est plus jeune. Mais à cette personne, j'ai le droit de rétorquer, tu es bien gentil. Mais là, tu as quelqu'un qui n'a rien fait de mal et qui a même essayé de sauver l'humanité en inventant, je ne sais pas, un nouveau vaccin. Et là, tu as un terroriste qui allait faire un carnage. Donc, si on prend le critère de l'âge, on voit très bien qu'on patauge dans la semoule, excuse-moi l'expression Noémie, mais c'est un critère, si je pousse la logique dans ses retranchements, qui n'en est pas un, parce que je peux lui opposer des milliards d'autres logiques. Il y a des gens bien, des gens pas bien. Selon quel critère je juge que quelqu'un est bien, quelqu'un n'est pas bien? Le critère de l'âge n'en est pas un. Et le fait qu'on soit obligé de mettre le personnel médical en face de ce choix qui n'a aucun sens, qui est hors de tout raisonnement possible, qui est hors de toute morale, qui quitte le terrain de l'éthique, est un choix que je trouve affreux. Et ces gens qui sont en face de ce choix à faire tous les jours sont pour moi aux confins de l'impossible. C'est contraire à tout ce qui est de leur vocation, de leur choix éthique depuis qu'ils font ce métier. Et c'est impardonnable qu'ils aient à vivre ça. C'est quelque chose qui me pose, à titre personnel, des questionnements infinis. Je sais que l'exemple que je viens de donner est caricatural, mais c'est pour pousser une injustice, un raisonnement, une logique, jusqu'à son dernier état de burlesque morbide, pour bien montrer que le critère de l'âge n'est pas acceptable. Et pourtant, il faut choisir un critère. Il faut choisir un critère. Alors, ce critère-là fait froid dans le dos parce que d'autres manières de faire, alors c'est facile à dire, hein, quand on est à son bureau comme je le suis, j'avoue que c'est facile d'être à ma place. Le choix du confinement, c'est-à-dire aller ramasser une bille avec une pelleteuse, est un choix qui est extrêmement critiquable parce qu'il débouche sur ce genre d'absurdité. Le choix de l'anticipation était un meilleur choix. Alors effectivement, dans les pays asiatiques, on prend souvent l'exemple de la Corée. Je connais très 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 bien la Corée, sans doute mieux que la France. Et c'est vrai que c'est des civilisations du masque. C'est vrai que les Coréens prennent le métro, se promènent avec des masques. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas forcément pour se protéger, mais c'est pour ne pas contaminer les autres. Il y a dans la société coréenne un immense respect pour les personnes âgées, un immense respect pour les anciens, un respect infini que je crois connaître aussi dans le judaïsme pour ceux qui ont été, qui sont encore, parce qu'ils incarnent la mémoire, ils sont une contribution à l'avenir par le passé qu'ils ont vécu, par les histoires qu'ils connaissent, par la tradition qu'ils peuvent véhiculer et faire perdurer. Et c'est vrai que c'est un système qui est hérité d'une culture totalement différente de la nôtre, même si tu sais que les jeunes Coréens aujourd'hui étudient le Talmud dès l'âge de 12 ans. Les Coréens ont compris qu'il y avait une forme d'éthique à aller chercher là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a dans ces sociétés un rapport aux aïeux, un rapport aux aînés qui aurait empêché que ce critère soit choisi. Dans la société coréenne, je crois que c'est les jeunes qui se seraient sacrifiés. On aurait peut-être, tu vois, si on inverse nos logiques, si les Coréens avaient choisi le confinement, il est possible, et je ne dis pas ça en disant que c'est mieux, mais il est possible que le confucianisme à la coréenne aurait choisi de sacrifier les jeunes et non pas les vieux. Non, Corée du Sud, on me pose la question, je ne parle pas de la Corée du Nord, c'est une dictature. Je parle de la Corée du Sud. On ne connaît aucun chiffre sur la Corée du Nord. Évidemment, officiellement, il n'y a pas de coronavirus en Corée du Nord, ce qui semble impossible parce qu'ils ont beaucoup de rapports avec les Chinois. C'est une société totalitaire, on n'a pas d'informations, je ne parle là que de la Corée du Sud. Je ne t'entends pas, Noémie. Noam Cohen, à qui on va activer le micro qui avait une question. Noam? Oui, ça marche. Hop, voilà. Oui, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Et en fait, vous dites que la possibilité d'une pandémie n'est pas nouvelle, et d'ailleurs que des observateurs ont pointé du doigt les problèmes qu'auraient pu avoir les différents pays à y répondre, et que c'est notamment à cause des élections qui sont toujours présentes dans la tête des chefs d'État. Comment les chefs d'État pourraient passer outre ce problème-là, et peut-être outre aussi les indicateurs de croissance, de chômage qui sont toujours présentés dans les médias, qui sont de plus en plus présents? C'est une très bonne question. Alors déjà, je voulais vous dire que moi, je n'ai pas la science infuse. On parle là entre amis, personnel. Je n'ai absolument aucune légitimité supérieure à la vôtre pour échanger là des pensées, des réflexions, des opinions, des avis. On est tous là. Je ne me mets pas ex cathedra ou quiconque. Je peux me tromper. Je dis simplement des choses que je pressens, que je ressens, que je pense. Je n'ai pas la science infuse du tout. Je tiens à le préciser, c'est très important. Je déteste les intellectuels, entre guillemets, qui parlent comme, je ne suis pas Alain Minc, je ne pense pas avoir raison sur tous les sujets. Je peux même avoir tort sur tous les sujets. On est là justement pour pouvoir se tromper, se rectifier les uns les autres, penser contre soi-même, se rectifier quand on dit des choses qui sont peut-être totalement erronées. Et je tiens à le dire parce que c'est très important. Non, dans ta question, il y a plusieurs choses. D'abord, je crois qu'on est dans une société du calcul et du chiffre, mais les chiffres, j'ai fait un peu de mathématiques, ne veulent rien dire. Un chiffre ne veut rien dire. Un chiffre, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu me montres un poisson. Si je ne connais pas l'environnement du poisson, je ne connais rien sur son écosystème, le poisson ne me dit rien. Est-ce que c'est un poisson d'eau douce? Est-ce que c'est un poisson de mer? De quelle mer il s'agit? Un chiffre, c'est comme un poisson que tu sors de l'eau, il dépérit. Un chiffre sans contexte est un poisson mort, en fait. Il n'y a plus de vie. Un chiffre isolé, un chiffre prononcé, un chiffre lancé au visage, c'est comme quelque chose que tu sors de son écosystème et il dépérit, il n'est plus dans son ambiance naturelle, il ne veut rien dire. C'est la première chose. La deuxième, c'est que je martèle ça, je suis convaincu, et ça j'en suis en revanche très sûr, c'est la seule chose dont je sois sûr dans toute la conversation qu'on a depuis le départ, c'est que les hommes politiques ne pensent plus, c'est que les hommes politiques ne lisent plus. Un homme politique lirait des classiques. Un homme politique aurait lu, par exemple, L'Agent secret de Robert Conrad. De Robert Conrad, c'est un acteur, pardon, de Joseph Conrad. Robert Conrad est mort il n'y a pas très longtemps, pas du coronavirus. C'est un acteur qui jouait dans Les Mystères de l'Ouest. De Joseph Conrad. C'est un livre de 1914 sur le terrorisme. Il y a toute l'affaire Mera dans ce livre. Un homme politique aurait relu Le Hussard sur le toit de Giono ou La peste de Camus. Il aurait vu exactement tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que le temps de la lecture est mort, et donc par conséquent le temps de la nuance. Mitterrand était le dernier très grand lecteur, et Mitterrand, comme par hasard, était le dernier très grand président. Chirac lisait aussi pas mal, mais surtout des poèmes. Et je crois que le manque de lecture déclenche un manque de réflexion et un manque de pensée. Ça paraît anodin, mais le fait que les classiques ne soient plus lus est quelque chose de très grave en soi, parce que les classiques permettent à la fois de prévoir et à la fois de relativiser. On voit de Daniel Defoe à Jean Giono, en passant par Camus, que la littérature aide. Et puis, il n'y a pas que la littérature, il y a les essais. Il se trouve, je vous demande une seconde, regardez, que sur les épidémies et les pandémies, il y a 4 livres qui sont totalement en phase avec ce qui nous arrive aujourd'hui et qui le disent. La transparence du mal de Jean Baudrillard, paru en 1990. Isabelle Rieussé-Lemarié, qui a écrit Une fin de siècle épidémique. Je vous donne la date de parution, 1992. Il y a l'intégralité, ce n'est pas des romans, hein, ça c'est des essais. Il y a l'intégralité de ce qui se passe aujourd'hui, comment le penser, comment y faire face. Un monde sans limite, essai pour une clinique psychanalytique du social, de Jean-Pierre Lebrun, qui évoque évidemment le genre d'attitude à avoir en ce moment, et La vie contaminée, de Frédéric Lemarchand, élément pour une socio-anthropologie des sociétés épidémiques, et qui date, je crois, là, de 2002. Ça, si un homme d'État avait lu ces livres, il aurait pu se faire une idée de ce qui nous attend, parce que tout est là. Quand je dis tout est là, tout est là. Les hommes politiques ne lisent plus de romans,
Et les hommes politiques ne lisent plus d'essais. Ils ont remplacé ce travail solitaire, intellectuel et difficile, d'absorption en eux-mêmes avec un temps, je ne sais pas, d'1 heure par semaine, ça suffirait, on ne peut pas rêver. Ils ont remplacé ça par des conseillers qui sont très rarement qui sont cultivés, mais le mot culture est un mot qui ne signifie rien. La culture, ça ne veut rien dire. Je sais ce que ça veut dire que des livres, je sais ce que ça veut dire que de la musique, des films, mais la culture, je ne connais pas. Je connais des tableaux, mais je ne connais pas de culture. Plus on prononce le mot, moins on parle de ce que ça signifie. Et donc, je trouve que le temps que les hommes politiques ne prennent plus pour eux-mêmes est un des grands scandales politiques, intellectuels, moraux, éthiques des sociétés du XXIe siècle. Nous n'avons maintenant au pouvoir que des gens, soit qui se vantent de n'avoir jamais lu Donald Trump, soit des gens qui se vantent d'avoir lu, comme Emmanuel Macron. Mais je préfère des gens qui ne se vantent pas, et des gens qui n'ont pas lu, et des gens qui ont déjà lu, mais je préfère des gens qui lisent. Et c'est très, très, très important. Ça paraît anodin, mais vous ne savez pas à quel point ça ne l'est pas. Donc, il y a d'un côté des intellectuels qui ont lu beaucoup et qui essayent d'apporter des choses. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir dans le Figaro, dans Libération, dans Le Monde, dans l'Opinion, dans Marianne, des tribunes, dans Le Point, des tribunes d'une intelligence inouïe, mais vraiment, écrites par des scientifiques, par des philosophes, par des écrivains, mais d'une intelligence inouïe. Et je me dis, mais si j'étais un homme politique, le type qui vient d'écrire ça, mais je le fais venir immédiatement, et ce type-là, je le vois 2 heures par tous les 15 jours en tête à tête. Et il me conseille des livres. Et Marcel Gauchet, je le reçois tous les 2 jours. Et il me parle de choses, il m'aide à penser. Je ne vais pas demander à Marcel Gauchet de me faire des fiches, mais au moins il va me conseiller des livres et je vais les lire et j'échange avec lui. Et ça, pour avoir connu beaucoup d'hommes politiques et avoir discuté avec eux dans l'émission On n'est pas couché, où on voit vraiment à qui on a affaire, on voit qu'il y a une démission intellectuelle, une paresse neuronale qui fait vraiment froid dans le dos, vraiment froid dans le dos. Ces livres-là, ils ne sont pas sortis hier matin. Alors, vous allez voir que maintenant, en revanche, dans les librairies, dans 3 mois, je vous prédis qu'il n'y aura que 99% des livres sur le virus. Et d'ailleurs, je suis bizarrement déçu par Michel Houellebecq, qui, pour la première fois de toute son œuvre, a raté le grand livre sur l'épidémie. Parce qu'à chaque fois qu'il a sorti un livre, le 11 septembre, bing, on l'a eu. Charlie Hebdo, on l'a eu. Là, je pensais que rétrospectivement, que le dernier Houellebecq allait s'appeler Virus. On parlait de lecture et du coup, il y a une question peut-être venir avec ça, mais Timothée Jekyll qui a une question. Timothée, est-ce que tu es là? Allô, oui, je suis là, je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir Timothée. Je t'entends, je peux. Merci, bonsoir. Bonsoir Timothée. Alors, j'ai posé ma question, ouais, quelle interprétation peut-on donner à la réaction en dilettante des dirigeants populistes? Alors, c'est plus le cas maintenant pour Johnson ou Trump, mais c'est encore le cas pour Bolsonaro. Ouais. Quand le virus est arrivé, enfin, quand les premiers cas sont apparus, en tout cas dans ces pays-là, la réaction s'est faite un peu à reculons, quoi. Il préférait, voilà, Johnson a même parlé de stratégie politique comme, je ne sais plus quelle était l'expression utilisée, mais je ne sais plus, non, exactement. Mais bon, voilà, c'était impressionnant de voir que ces mêmes régimes populistes allaient contre la science. Quelle interprétation y est donnée? Le populiste ne supporte pas le corps étranger. Le corps étranger peut être un migrant et le corps étranger peut être un virus. Et vous voyez d'ailleurs un truc qui était incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'au moment où on refoulait des migrants en Italie, le virus, lui, est arrivé en Italie. C'est-à-dire que ce même pays qui mettait des barrières pour des hommes et qui considérait que c'était une épidémie, les migrants, voit qu'en fait, face à un virus, il ne peut rien faire. Et ce que les migrants n'ont pas réussi à faire, le virus, lui, réussit.
Et d'une certaine manière, cette façon qu'ont les populistes d'assimiler les êtres humains à de la vermine, à du virus, à du microbe, à de la bactérie, se retourne contre eux. La manière dont ils traitent une partie de la planète comme quelque chose qui contamine, en fait, qui vient contaminer leur société, s'est retourné contre eux. Et de la même manière qu'ils ont cru relativiser, endiguer et surtout dominer cette espèce d'épidémie, je mets des guillemets parce que je reprends leur vocabulaire à eux, et cette espèce de contamination de la viralité humaine par le biais des migrants, des pauvres malheureux de ce monde, ils ont cru avec la même arrogance qu'ils allaient dompter celui qui allait finalement venir également contaminer le corps social, ce corps étranger, ce corps ennemi, ce corps invisible. Et là, on a aussi un truc qui résonne énormément avec l'antisémitisme, c'est le complot. Un virus est invisible. Donc, avec l'invisibilité, le populiste ou le complotiste, qui sont souvent très bons amis, se racontent l'histoire qu'ils veulent. Quand on ne voit pas les choses, c'est très étrangement, soit qu'elles existent, soit qu'elles n'existent pas. Alors, il y a des choses comme le complot qui n'existent pas et le populiste veut les montrer parce qu'elles n'existent pas, et des choses qui existent comme le virus et le populiste veut du coup les occulter. Et ce qui est très étrange, c'est que ça reste quand même quelque chose d'invisible. Le complot macroscopique, on s'arrange toujours pour qu'il y ait toujours un complot juif derrière. C'est-à-dire qu'on a même entendu pour le 11 septembre, par exemple, qu'il y avait la main invisible d'Israël. Mais c'est une invisibilité macroscopique. On ne le voit pas parce que c'est énorme. Les avions dans le ciel qui s'encastrent dans des buildings, c'est tellement gros qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas venir. Et même quand ça arrive, le cerveau se dit, tiens, il y a Bruce Willis dans l'avion, c'est irréel, ça n'existe pas, c'est tellement énorme que ce n'est pas possible. Donc, d'une certaine manière, c'est invisible. Et le virus, la théorie du complot se greffe dessus parce que c'est invisible de manière microscopique. Et c'est vrai que la paranoïa, la théorie du complot, adore ce qui ne se voit pas. Ça permet de se raconter toutes les histoires et de greffer un discours sur cette invisibilité-là. L'invisibilité, finalement, on écrit ce qu'on veut avec. Parce que comme personne n'est là pour la voir, alors là, malheureusement, cette théorie s'est arrêtée très net parce que le virus, il existe. On le voit à travers la personne qui en est atteinte. Et finalement, le virus se confond avec son propriétaire. Et tant qu'il n'y avait pas de mort pour Donald Trump, le virus n'existait pas. Pire, tant que les morts avaient lieu dans d'autres pays que le sien, le virus n'existait pas. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne sont pas américaines n'existent pas. Parce que dans la vision du monde de Donald Trump, un être humain qui n'est pas sur le sol américain n'est pas vraiment un être humain. Il est plus proche du virus que de l'être humain. Et c'est pour ça que quelqu'un qui succombe du virus en dehors de sa frontière fait qu'il nie l'existence du virus. Et il la nie à tel point qu'il ne s'en protège pas. En revanche, quand le virus arrive aux États-Unis et qu'un Américain en meurt, alors le virus existe. Pourquoi ? Parce qu'un être humain de nationalité américaine en est mort. Donc, il y a là une logique de pervers. Le pervers est quelqu'un pour lequel la mort d'autrui n'existe pas. La souffrance d'autrui est moins douloureuse que la sienne. Le pervers, finalement, trouve que l'autre, quand il souffre, ne souffre pas vraiment, pas tant que ça. L'autre existe moins que soi-même. C'est ça que nous dit le pervers. Eh bien, la perversion à l'échelle d'un homme d'État, c'est quelqu'un qui nous dit que les ethnies, les civilisations, les nations qui dépérissent, qui crèvent au soleil, qui sont contaminées, qui meurent de faim, qui meurent du SRAS, qui meurent du H1N1, qui meurent de l'Ebola, sont des civilisations qui n'ont que ce qu'elles méritent, puisque le virus, comme on le sait, ressemble à la civilisation dans laquelle il naît. Eh bien, si un Africain meurt d'un virus dangereux et exotique, c'est qu'il a sécrété son propre virus. Nous, les Américains, on ne sécrète que du beau, du lisse, du propre, et donc on est totalement immunisé. On est une société adiabatique, c'est-à-dire en huis clos, et on s'aperçoit que ce beau raisonnement s'écroule, et il s'écroule à tel point que les pays reprennent leurs billes, qu'on s'aperçoit que quelque chose dont on pensait que ça existait vaguement n'existe pas, ça s'appelle l'Europe,
et qu'à la moindre difficulté, comme disait Jean-Yann, j'arrête tout. À la moindre difficulté, l'Europe s'arrête. Les deux grandes crises qu'on a eues, la crise des migrants et la crise du coronavirus, montrent que que tout est en paix, tout est au repos, que tout glisse bien, on peut effectivement faire circuler la monnaie, mais que les vraies raisons pour lesquelles l'Europe a été construite, des raisons tragiques, des raisons humaines, des raisons de solidarité, on s'aperçoit qu'effectivement les Allemands, à toute vitesse, prennent 2 malades français, mais que lorsqu'il s'agit d'avoir des masques, on se piétine exactement comme des gens dans les rayons des supermarchés, et on s'aperçoit que les nations se conduisent comme les pires des ressortissants de leurs pays respectifs. Les nations se comportent comme des mauvaises personnes. C'est quand même assez édifiant. Il y a Nissim Sultan aussi qui est en direct avec nous, qui est le rabbin de Grenoble. Nissim, est-ce que tu m'entends? Oui. Bonsoir. Bonsoir Nissim. On est heureux de t'avoir avec nous. Excuse-moi, je t'ai pris un peu au dépourvu. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelques mots à tout ça et en lien notamment avec la fête de Pessah et donc de Yann? Bonsoir Yann. Bonsoir. Bon, simplement, c'est pour ce qui me concerne, une interrogation sur comme le fameux titre, le jour d'après, c'est-à-dire sur la contrainte économique qui va peser à tous les niveaux, au niveau macro, au niveau micro. Je vois à l'échelle des communautés juives, ça va être extrêmement compliqué, à l'échelle des familles, à l'échelle des individus, et bien sûr à l'échelle des États, et notamment en termes de dette et de poids de la dette sur peut-être 1-2 générations. Comment vous percevez, peut-être par anticipation, sûrement même par anticipation, ce que sera l'humain à l'aune de cette très grosse pression économique? Est-ce que je dirais le gain de l'expérience de la pandémie, du confinement, si gain il y a en termes d'humain, va prendre le dessus sur un scénario de déchirement, d'opposition frontale et d'égoïsme en réalité généralisé, encore une fois macro et micro. Comment vous percevez? Est-ce que pour vous c'est une source d'angoisse ou bien de confiance? Non, je suis très optimiste et je vais dire pourquoi. Je suis optimiste pour des mauvaises raisons. L'optimisme sur la situation vient que quand vous écrivez quelque chose et que vous soulignez cette chose, vous soulignez un mot, puis 2, puis 3. Si vous soulignez tous les mots de la phrase, toute la phrase devient soulignée, donc elle est en italique. J'entends par là que le chaos, il n'est pas national, il n'est pas international, il est universel, il est mondial. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve à la virgule près dans le même bateau. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'un côté, ceux qui étaient sur un paquebot vont se retrouver sur une barque, et c'est vrai que la mauvaise nouvelle, c'est que ceux qui étaient sur une barque vont se retrouver à la nage dans l'eau. Mais je veux dire, là, si vous voulez, vous savez que l'argent, par exemple, est un consensus. Si tout le monde, au même moment, se met à décréter que l'argent n'existe pas, l'argent n'existe plus. L'argent ne résulte que sur la valeur qu'on lui donne. Intrinsèquement, on nous a appris qu'un billet valait 50 €, mais il suffit que tous ensemble, nous décidions que ce billet ne vale plus 50 € et il ne vaut plus rien. C'est d'ailleurs pourquoi il faut distinguer les crises de 1929 et celles d'aujourd'hui, parce que la crise de 1929, elle était spéculative, elle était fictionnelle, irréelle. Les causes, la réalité, elle était réelle, si j'ose dire. Mais les causes de la crise de 29 sont virtuelles. Il y a eu une bulle, comment on appelle ça, une bulle spéculative qui s'est déconnectée justement de la réalité, et c'est pour ça que la réalité en a fait les frais. En 2007, c'était pareil. Et en 2008, pardon, c'était pareil. Et en 87 également. Là, c'est différent parce que la crise, elle est dans le dur. Si vous voulez, ce n'est pas la bulle spéculative qui a explosé, c'est la bulle de la réalité qui a explosé. Et les industries sont en panne, l'économie réelle est à l'agonie. Et je dis que c'est une bonne nouvelle dans le chaos. C'est la seule bonne nouvelle, c'est que tout le monde est dans le même merdier. Tout le monde est à la même enseigne. La bonne nouvelle également, c'est que les sociétés ont aujourd'hui acquis une réactivité qu'elles n'avaient pas en 1929. Il y a une fluidité aujourd'hui, si vous voulez, une réactivité
Les banques centrales ont l'air de faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que ça tient. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'argent étant un consensus, faire marcher la planche à billets est toujours possible et on va peut-être changer de consensus. Là où, en revanche, où je suis pessimiste, c'est sur les raisons pour lesquelles je suis optimiste. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi il n'y aura pas de monde d'après? Parce que les gens ont perdu la mémoire. Et ça a un rapport avec l'antisémitisme. Une société dans laquelle la haine des Juifs est toujours possible, comme si la Shoah n'avait pas eu lieu, prouve qu'on oublie les cataclysmes. Les gens, quand le soleil va revenir, quand le virus prendra un tout petit peu moins de place dans les informations parce qu'il y aura un peu moins de morts, les gens guéris, soignés, n'ayant pas eu de vacances depuis longtemps, se disant que finalement, c'était pas non plus si désagréable que ça, qu'on a pris le temps de regarder des séries, qu'on s'est retrouvé avec les enfants, qu'on s'est retrouvé en famille, qu'on avait des habitudes qu'on avait perdues. Les gens, outre le fait qu'effectivement le cerveau humain permet toujours d'être résilient dans les moments les pires, les gens vont oublier. Comme ils ont tout oublié, aujourd'hui on sort dans la rue, on ne pense pas que Mohamed Merah va nous tirer dessus ou que Abdeslam va être en bas de la rue. Alors que dans les semaines qui ont suivi le mois de novembre 2015, il n'y avait personne dans les rues. Les magasins étaient en train de péricliter. Les livres ne se vendaient plus. On n'était pas bien. Il y a eu une crise de panique et un temps post-traumatique. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les raisons pour lesquelles on s'en remet sont terribles. Le manque de mémoire. Il est quand même inouï aujourd'hui qu'on insulte des Juifs en France, qu'on tue des Juifs sur le sol français après le trou noir de la Shoah. Eh bien, pourtant, c'est possible. Il y a des rescapés de la Shoah, d'anciens déportés, qui se sont fait caillasser par des néo-nazis en Allemagne, sur le lieu même des camps. J'en parlais un jour avec Noémie. Le fait même que des gens ont démonté le linteau d'Auschwitz, où il y avait marqué Arbeit macht frei, non pas pour faire une profanation, mais pour fondre le métal, comme si c'était un métal complètement insignifiant, nous a fait entrer de plein pied dans la société de l'oubli d'Auschwitz. Une société qui a été capable, non pas de se résilier par rapport à la Shoah, mais de ne plus savoir exactement ce que c'est, est une société qui se remettra en quelques semaines du virus. Là, chacun est chez soi, on n'a pas de recul, chacun est concentré sur sa peur de la mort, à la fois de manière altruiste et égoïste. On applaudit aujourd'hui le personnel soignant, exactement comme on applaudissait les policiers après le novembre 2015, et de la même manière que les gens de banlieue faisaient la fête avec les policiers quand on a gagné le mondial de 98. Est-ce que vous pensez que 15 jours plus tard, les policiers et les gens du 9-3 qui étaient très fâchés contre ces mêmes policiers, pour rester polis, continuent à faire la fête? Non. Est-ce que vous croyez, par exemple, que la mémoire des attentats est très, très, très prégnante dans la société d'aujourd'hui? Non. On a tous un peu oublié. Il en va du cerveau humain que de faire ce travail-là, mais en même temps, on peut très bien aussi considérer qu'il y a des attentats qui ont eu lieu parce qu'on n'avait plus tellement la mémoire des attentats. Et qu'à chaque fois, il faut un rappel de vaccin pour que des mesures de sécurité soient prises, parce qu'on a relâché l'attention, que la plupart des attentats ont eu lieu précisément parce qu'on avait relâché l'attention. Et c'est ce qui est à la fois formidable et terrible, c'est qu'il n'y aura pas d'après du confinement. Nous sommes des enfants ingrats, nous sommes des enfants gâtés. Chacun va se remettre à vivre, tant mieux. Chacun va se mettre, c'est une pulsion de vie effectivement tout à fait souhaitable, mais je pense qu'hélas, les gens ne s'arrêtent pas en ce moment pour forcément réfléchir, et je ne leur jette pas la pierre, chacun fait ce qu'il peut. Ceux qui aiment lire, ceux qui aiment se cultiver le font, et les autres font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, je ne crois pas que les gens prennent le temps aujourd'hui d'être meilleurs, de penser à l'après autrement que de manière divertissante et avec la même légèreté parfois avec laquelle ils sortent. On voit bien que l'oubli, il est en train d'avoir lieu en temps réel. L'après n'existe pas parce que dans le pendant que nous sommes, les gens déjà se comportent comme dans l'après. Les gens se promènent. Dans mon quartier, je vous assure, le confinement est déjà terminé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous donne déjà la bande-annonce de l'après, le teaser de l'après. Le teaser, c'est que tout le monde s'en fout. Dans la rue, en ce moment, les gens sortent de plus en plus. On voit donc bien que l'être humain n'a pas compris. Je crois qu'en ce moment, la planète est en train de respirer. On pourrait très bien se dire, ah quand même, les arbres, la pollution, la faune, la flore, on voit bien que les poissons aujourd'hui, il y a pléthore de poissons. La planète se met à respirer. On pourrait très bien se dire, voyez, c'est possible. Et le confinement, il y a peut-être du bon, peut-être que je prendrai moins la voiture, peut-être que j'irai peut-être courir un peu plus, peut-être qu'il y a des choses que je ne ferai plus. Non, 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 parce qu'on s'habitue à tout et que le confinement, on va se préparer intellectuellement au prochain confinement. Et là, les gens vont aller acheter des masques pour la prochaine fois et ils vont se dire, bon, bah voilà, j'ai perdu mon boulot, mais tout le monde a perdu le sien. Il y aura une entraide technique à un moment donné et le chaos, d'une certaine manière, passera comme une lettre à la poste. La seule chose, la seule énigme, c'est de savoir si le chômage va prendre des proportions inouïes ou pas. Les économistes ne le savent pas, l'économie elle-même ne le sait pas, mais pour le reste, je ne crois pas du tout à un psychisme qui fait qu'il y aura un avant et un après. Je disais que la fête de Pessa, c'était vraiment de pouvoir distinguer l'avant de l'après. Malheureusement, le fait que les gens sortent aujourd'hui dans le confinement, ne respectant pas cette pause, j'en parlais tout à l'heure, universelle et spirituelle, qui est que par respect pour les morts, par respect pour les malades, par respect pour le personnel soignant, même si on est sur une île déserte en ce moment, même s'il n'y a personne dans sa rue, même si on risque rien, on risque pas de contaminer, par espèce d'esprit universel moral, on reste chez soi. C'est un acte individuel universel fort. Eh bien, on souille en sortant, en allant gentiment siffloter dans la rue, en faisant de la trottinette. Ce n'est pas un exercice physique de faire de la trottinette. On souille cet après qui serait un après meilleur. On souille cette possibilité d'un monde apaisé et réfléchi. En allant se promener aujourd'hui dans la rue, on se promène sur des tombes. Celui qui va faire de la trottinette aujourd'hui fait de la trottinette sur une tombe. Les gens qui vont se promener dans la rue aujourd'hui se promènent dans un cimetière. C'est vrai que je vais faire mon footing tous les jours 1 heure parce que je pense que ça fait aussi partie de la prière que de faire du sport. Moi, ma façon de prier, quand je cours, je pense. Je vais dans un endroit où je suis sûr de ne contaminer personne. Je fais très attention. J'y suis autorisé, c'est légal, donc je le fais. Je remplis ma fiche, mon autorisation, de manière bien scolaire, bien sage. Je ne fais pas le malin. J'aimerais ne pas être dans cette situation. Je le suis. Je ne sors pas de chez moi parce qu'il y a une communion à avoir, un respect humain à avoir avec les malades, avec les mourants, à ceux qui font peut-être les malins aujourd'hui, mais qui peuvent mourir demain. Et je trouve obscène, je trouve pornographique qu'on aille se promener pour prendre l'air, plus que le temps prévu, parce que moi, quand je vais courir, je sais que je cours dans un cimetière. Mon footing, je le fais entre des tombes. Ça, je ne l'oublie pas. Ce n'est pas un footing agréable. C'est un footing morbide que je fais. Et quand je fais mon footing, je m'efforce toujours d'avoir une pensée de quelques minutes pour ceux qui sont dans des difficultés sanitaires en tant que moribonds, en tant que personnel soignant actuellement. Il faut sortir comme on fait une prière qui peut être athée, une prière qui peut être juive, une prière qui peut être musulmane, catholique, bouddhiste, je ne sais, mais il faudrait sortir comme une communion de soi à soi, sans croiser personne, sortir peu, sortir uniquement pour faire des courses et faire du sport, et sortir véritablement avec de la gravité dans le cœur et dans l'esprit, et non pas la légèreté de prendre l'air. Car l'air qu'on va prendre, c'est de l'air qu'on prend aux morts et aux malades. Merci Yann pour cette réponse qui est à la fois grave pour aujourd'hui et peut-être un peu inquiétante pour demain, parce que c'est vrai que cette question du monde d'après, elle se pose énormément, mais quand on prend le recul que tu prends, notamment avec la question des attentats, c'est vrai que le monde d'après, on a un peu peur que ce soit le même monde qu'avant. Je vais donner je vais te dire un truc tout bête. Et ça aussi, c'est le prodige du cerveau humain. Tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais enfin, Cabu était un de mes dieux, un de mes dessinateurs préférés. Cabu, quand il est mort, assassiné par les djihadistes,
les terroristes, j'étais dans un état que tu ne peux pas imaginer. J'avais perdu un père, un frère, enfin, je ne le connaissais pas personnellement, mais Cabu, pour moi, représentait toute mon enfance, et Wolinski aussi. Ce qui est fabuleux avec le cerveau humain, c'est que je relisais les aventures du Grand Duduche de Cabu il n'y a pas très longtemps. Ça fait du bien de lire des bandes dessinées en ce moment. Et je t'assure que j'avais oublié qu'il était mort dans un attentat. Je lisais Cabu comme avant. C'est-à-dire que je n'avais pas gardé, en ce qui concerne Cabu, le souvenir de cette mort-là. Alors c'est fabuleux. Ça veut dire que le génie de Cabu est bien supérieur à sa mort et qu'il est toujours vivant. Mais quand même, quelque part, je m'en suis un peu voulu. C'était quand même tragique que j'avais balayé sa mort en lisant. J'avais pris un Cabu comme j'aurais pris un Cabu avant qu'il meure. C'est à la fois extraordinaire et terrifiant. Mais j'en ai fait l'expérience à titre intime et privé, individuel. Je n'ai pas lu non seulement Cabu comme un mort, mais Cabu comme un type qui n'était pas mort d'un attentat. Mon cerveau avait balayé tout rapport entre la bande dessinée que j'avais dans les mains et le djihadisme. Alors c'est extraordinaire, c'est bien, et en même temps c'est terrifiant. Ça prouve que ce qui nous permet de nous sauver, l'absence de mémoire, et aussi ce qui nous permet d'entrer de plein pied dans une nouvelle barbarie. La mémoire, c'est bien parce que la mémoire, contrairement à une idée reçue, ça permet d'oublier, ça permet de s'alléger. Mais la mémoire, ça ne doit garder qu'une seule chose en mémoire, pardon pour la tautologie, c'est celle des événements. Les événements doivent être transmis dans leur violence, dans leur gravité, dans leur puissance, transmis de génération en génération par la parole. Et parmi ces événements, il y a les attentats. Je ne les compare pas. Je ne les mets pas du tout en comparaison. Je les mets dans une catégorie des choses traumatiques sans les comparer, sans les hiérarchiser. Ouais. Mais il y a les attentats, il y a la Shoah, il y a les crimes, il y a les pandémies, il y a les guerres. Et ça doit se transmettre. Oublier les traumatismes, c'est un instinct de survie qu'a le cerveau humain. On a la chance de pouvoir l'avoir. Et d'ailleurs, des gens qui ne l'oublient jamais. Tout le monde n'est pas à égalité d'oubli de traumatisme. Et en même temps, c'est une menace. C'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous précipite dans, à chaque fois, une nouvelle catastrophe. C'est les paradoxes de la mémoire. Ça me fait penser à cette expression « plus jamais ça » qui a été de façon assez malheureuse, je trouve, réutilisée par Jean-Luc Mélenchon là, ces derniers jours. Mais quand on dit « plus jamais ça », dans ce « ça », on sait qu'on ne dit pas la même chose, les camps d'extermination, mais ce « ça » qui est l'horreur et qui est le traumatisme de la Shoah. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que juif et plus largement, quand il y a une catastrophe humaine, quand il y a une crise humaine, on se sent aussi, et on doit se sentir plus responsable parce que le ça, il est plus large que nous, mais il englobe un traumatisme dont on est censé se souvenir en tant qu'homme et en tant que juif. Je vais juste donner la parole à Aurélia pour conclure. Aurélia, c'est bon? T'es là? Ouais. Ouais, vas-y. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Yann, merci pour cette intervention, c'était très intéressant. J'ai une petite question qui rebondit à un point qu'on a vu un peu avant et qui m'interroge beaucoup, surtout en cette période où on voit beaucoup de gens qui communiquent au sujet de la nature. Tu n'étudies pas les mathématiques, toi? Si. Enfin, j'en ai étudié, pourquoi? Non, mais parce que il me semblait qu'on ne s'est pas déjà parlé. C'est pas Aurélia. Non, d'accord, je confondais. Ok, pardon, excuse-moi. Coïncidence, ok. Coïncidence. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y, je t'écoute, je suis désolé. Dis-moi. Ouais, en fait, il y a beaucoup de... Enfin, moi, je ne pense pas du tout que ce soit un rapport de cause à effet ou quoi, mais des gens qui expliquent que voilà, la nature reprend ses droits, qu'on l'a longtemps pas écouté, etc. Et en même temps, ça reprend un peu la question que vous souleviez tout à l'heure sur le critère d'âge qu'on choisit pour décider en ce moment de soigner ou pas un patient, qui serait en fait le critère le plus proche de ce que la nature aurait choisi. Et est-ce qu'en fait, dans un contexte comme celui-là, on ne se dit pas que en fait, le plus éthique, c'est la nature? Et c'est aussi beaucoup en écho en fait, avec Pessard qui arrive et les 10 plaies qui ont complètement chamboulé la nature et le rapport de l'homme avec cette nature-là. Comment on réfléchit à ces différentes... il ne faut pas confondre la mathématisation de la nature et la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation a été inventée justement pour contrecarrer certains projets de la nature. Parce que tu imagines bien que sinon, n'importe qui pourrait aller violer n'importe qui à tout moment.
la nature nous demande à tout moment d'aller nous reproduire. Donc, s'il n'y avait pas de civilisation, la nature consisterait en une espèce d'orgie générale où chacun pourrait procréer comme bon lui semble. On appelle ça d'ailleurs, les philosophes l'ont défini sous forme d'état de nature. Et les philosophes, Hobbes, Locke, Rousseau notamment, sont partis du principe que, alors c'est un modèle évidemment théorique, ce qu'on appelle l'état de nature, mais ils ont fondé la société, la civilisation, la société, sur un recours pour que cet état de nature ne puisse pas avoir lieu. C'est-à-dire que le droit du plus fort ne puisse pas s'exercer. Or, il se trouve que la nature est toujours la plus forte. Le droit du plus fort est quelque chose de naturel. Si tu nais très fort, très grand, et que quelqu'un à côté de toi est petit, faible et malade, eh bien, la nature va demander au fort d'écraser le plus faible. C'est une injonction tout à fait naturelle. La civilisation, la société, a dit, oui, très bien, ça s'appelle l'état de nature, mais nous, en tant qu'êtres humains, étant donné que notre projet n'est pas de coïncider avec le monde animal, le règne des bêtes, contrairement à une hypothèse dont rêveraient certains animalistes, j'appelle ça l'hypothèse Émeric Caron, retour à l'état de nature, les philosophes des Lumières, et avant aussi Hobbes, Locke, etc., se sont dit, voilà, on va fonder des sociétés dans lesquelles il y aura la famille, l'État, et ces sociétés vont faire en sorte que le droit s'inspire de certains aspects de la nature, mais pour les contrecarrer. C'est-à-dire que le droit du plus fort ne sera jamais le meilleur. Le droit du plus fort deviendra le droit du plus juste. Et on a défini ce que c'était la justice, la loi, pour essayer précisément d'exercer une certaine pression sur nos penchants naturels, sur nos pulsions, sur nos instincts, pour les corriger d'une certaine manière, afin que tout le monde, par une sorte d'échange, tout le monde puisse être gagnant. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on allait tous s'entretuer et qu'il fallait, de manière urgente et de manière aussi pensée, déléguer tous nos pouvoirs individuels à une seule personne qui allait être au-dessus de nous, qu'on appelle le Léviathan ou le souverain, et que cette personne-là allait nous représenter de manière universelle et pas simplement générale pour nous distribuer finalement cette justice. Et d'une certaine manière, on allait tous vivre par l'aliénation d'une forme de notre liberté que nous avait octroyée la nature, on allait tous vivre de manière égale. Alors, le mot d'égalité a fait beaucoup de débats. Égal, ça veut dire que tout le monde a les mêmes droits, que tout le monde est traité à la même enseigne, que celui qui tape un plus faible sera puni, mais que celui qui tape un plus fort sera puni aussi. Donc, on a essayé d'installer une forme d'équité pour rectifier les injustices de la nature. C'est ça qu'on appelle la civilisation, ça qu'on appelle l'état de droit. Alors, il y a des lois naturelles, des lois positives. On a fait en sorte que le politique ou la politique soit à la fois le lieu où ces lois se décident et le lieu où ces lois s'appliquent. Le politique est là pour discuter les lois, les formaliser, les soumettre et les appliquer, et les faire appliquer. Donc, on contrecarre la nature. Donc, tu vois bien que si on voulait toujours obéir à la nature, il n'y aurait pas de civilisation possible et que si on devait considérer que parce que la nature veut que les personnes âgées meurent en premier, alors on doit obligatoirement lui obéir sans réfléchir. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. Mais on doit absolument lui obéir sans réfléchir, ce serait une erreur. C'est le premier point. La nature n'a pas à nous dicter ses droits. La deuxième chose, c'est que, un peu plus complexe, c'est que, en effet, cette nature, on lui a fait du mal. Cette nature, on a essayé de la raisonner, on a essayé de la mettre en équation, on a essayé de la dompter, de la juguler, et on a été à son sujet d'une certaine forme d'arrogance. On a en gros essayé de la mettre en équation par les mathématiques, on a essayé surtout de la transformer en matière première technologique. Quand on a vu de l'eau, on a pensé barrage, quand on a vu une chute d'eau, on a pensé barrage, quand on a pensé barrage, on a pensé électricité. Donc, tous les phénomènes naturels se sont intellectuellement, dans l'esprit humain, transformés
en matériel utilitaire. Le soleil est devenu une définition possible de l'énergie. Quand on a vu des rivières, on s'est dit, tiens, on va pouvoir construire des centrales nucléaires. L'atome est devenu associé à la notion d'armes nucléaires. Et donc, la nature a été peu ou prou transformée avec le temps en immense réservoir à matières premières technologiques. On s'est dit que c'était une ressource extraordinaire qui allait nous permettre le progrès. Or, c'est là que ça se complique, c'est que depuis une centaine d'années à peu près, il y a eu un décrochage entre la science et la technologie. C'est-à-dire que les connaissances scientifiques ont cessé d'être en phase avec la technologie. Aujourd'hui, on continue à vivre dans une obsession du progrès, alors qu'on pourrait très bien s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là scientifiquement et on pourrait s'arrêter là technologiquement. Exemple, toutes les grandes innovations technologiques de 2020 sont dues à deux théories scientifiques, celle de 1913 d'Einstein, qui est la théorie de la relativité générale, qui nous permet d'aller dans l'espace, etc., de construire des lasers et tout ça. Et puis, il y a la théorie, la mécanique quantique, qui est une théorie qui est née également dans les années 20. En physique, nous vivons actuellement sur ces deux modèles théoriques-là. C'est-à-dire que toute la technologie que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu utilises, le numérique, les CD, machin, la vidéo, le fait qu'on puisse se parler, etc., c'est dû à ces deux théories de la physique qui datent du début du XXe siècle. Et en médecine, toutes les innovations d'aujourd'hui sont dues à une découverte qui est la découverte par Crick et Watson en 1953 de l'ADN. Mais depuis, il n'y a eu aucune immense découverte phénoménale, fondamentale à l'échelle de l'humanité. Eh bien, nous vivons en physique et en médecine sur ces deux grandes découvertes qui pourraient finalement nous dire, c'est bon, on arrête là, parce que le progrès de la science va déclencher un progrès de la technologie, même si cette déconnexion est de plus en plus patente. Il y en a une qui va toujours plus vite que l'autre, mais il y en a toujours une qui veut se greffer à l'autre. Et on pourrait très bien, l'humanité, s'il y avait un après, comme nous dit notre ami Rabin tout à l'heure, une manière de penser l'après serait celle-ci qui considérerait à dire stop. La science, c'est impossible, hein, là on est dans le délire, hein. La science s'arrête, la technologie s'arrête. On pourrait très bien considérer qu'on est heureux comme ça, avec effectivement des maladies, mais on n'a qu'à arrêter de vouloir aller plus loin dans la connaissance de l'homme. Je ne sais pas si c'est bien. On pourrait décider. On pourrait considérer qu'on en sait assez sur l'espace. Est-ce que le but de la vie humaine n'est pas finalement d'être heureux? Est-ce qu'on pourrait considérer que, on voit très bien que plus on élabore de théories scientifiques pour connaître l'univers, plus on en apprend sur le mécanisme de notre cerveau, mais peut-être moins on en apprend sur l'univers, parce qu'à chaque fois, c'est asymptotique. Plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'on se trompe, donc il faut changer de théorie, etc. Et peut-être aussi qu'on se dirait qu'il n'y a pas de corrélation entre le progrès scientifique, le progrès technologique et la présence sur Terre. Il y a peut-être des époques de l'humanité, je ne sais pas, peut-être que l'époque où l'humanité était la plus heureuse de tous les temps, c'était peut-être, je ne sais pas, en avril 1868, en juin 1902, en mars 1974, j'en sais rien. Mais il y a peut-être eu un moment où l'humanité était à son pic maximal de ratio connaissance technologique et entre guillemets bonheur. Et peut-être que cette déconnexion qu'il y a aujourd'hui entre une accélération de l'accélération de l'accélération des connaissances et finalement une régression dans l'émancipation, dans le bonheur, je ne parle pas d'émancipation sociale, hein, même si à mon avis, c'est un autre sujet, mais tout était en place déjà pour qu'il y ait des émancipations qui se fassent. Mais j'ai l'impression que là, on ne fait plus que jouer des scènes qui avaient déjà été jouées avant, que ce soit dans le milieu sociétal, intellectuel, scientifique et technologique. J'ai l'impression qu'on joue des combats de trop, que tout avait déjà été mis en place à un niveau acceptable, qu'on n'était pas
obligé de passer à la phase supérieure. Mais ça, tu vois bien que ce n'est pas du tout naturel non plus. Dans la nature humaine, il y a cette volonté d'aller toujours plus loin. Et puis il y a la question de l'ego. Un scientifique voudra aller plus loin que son collègue ou que son prédécesseur. On veut innover, on veut avoir de l'avance, on veut prévoir, on veut démontrer un théorème qui n'a pas été démontré, on veut découvrir une loi physique qui n'a pas été découverte, on veut trouver un vaccin, etc. etc. L'ego humain fait que nous voulons toujours aller plus loin, et puis aussi la curiosité humaine. Donc là, je parle d'une sorte d'après qui serait un après totalement éthique, un après inconcevable, qui serait un après où on gèlerait l'état de nos connaissances de manière à la fois consensuelle et totalement arbitraire pour dire, voilà, on va essayer de se contenter dans les domaines de la science et de la technologie, parce qu'il y a une corrélation entre la technologie, le terrorisme, on va se contenter de ce qu'on a. Et donc, on va en revanche ne pas se contenter de ce qu'on a dans les matières artistiques, par exemple. On va… parce que, tu sais, tu parlais de nature, mais je ne pense pas du tout, comme Nicolas Hulot, qui est une ruse de la raison naturelle et que la planète ait créé un virus qui nous permette de nous calmer. N'empêche qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Un virus ne vient pas là de manière inopinée. Un virus, c'est toujours le reflet du monde dans lequel il vit. Le virus est un reflet de nous-mêmes. Nous sommes lui, il sommes nous. Tout à l'heure, on disait qu'un chiffre n'avait aucun sens déconnecté de son environnement. Un virus non plus. Un virus est le fruit d'un environnement, d'une époque, d'un état du monde. Et il est clair que des états du monde mouvants vont donner des virus mouvants. Alors, ma théorie presque morbide, qui consisterait au monde de demander de s'arrêter, serait extraordinaire pour des raisons naturelles, mais hélas, ce serait interprété immédiatement comme un retour en arrière. Or, ce que je proposerais de manière totalement utopique, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une sorte de stagnation dans certains domaines qui sont ceux de la technologie et de la science pour en développer d'autres qui soient ceux de plus de spiritualité, d'art, de littérature, de peinture. Donc c'est un monde totalement impossible à concevoir, pour la bonne raison d'abord que le réel obéit à des lois qui sont une osmose extrêmement complexe entre l'humain, son environnement, la manière dont on conçoit la nature, ce qu'on appelle la nature. Est-ce que la nature est un réceptacle pour accueillir l'homme ou est-ce que l'homme est un cas particulier de la nature? Tout ça sont des débats intellectuels passionnants. Mais si on voulait exagérer le débat pour se donner un bon coup d'électricité dans le crâne, ce serait d'essayer de faire une pause. Une pause pour réfléchir à tout ça. Une pause financière, une pause technologique et faire une sorte d'immense débat à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Tu sais, en fait, j'ai le mot qui me vient à l'esprit, un Shabbat mondial. Voilà. Je viens de définir la notion de Shabbat sans m'en apercevoir. Le jour du Shabbat, c'est un jour sans progrès. En fait, je m'aperçois à l'instant que je voulais peut-être une année sans progrès, un Shabbat mondial. Un jour où la science ne travaille pas. Un jour où la technologie ne travaille plus. En fait, je suis très stupide. Je viens de m'apercevoir que je ne fais que de parler de Shabbat. Donc, je me sens en même temps ridicule et moins ridicule parce que j'enfonce des portes ouvertes, mais moins ridicule parce que mon idée n'était pas si bête. Ton idée n'était pas si bête et je suis à côté de Youssef Murciano qui, depuis de tout à l'heure, me souffle aussi ce mot du Shabbat en me disant que finalement… Il est plus intelligent que moi. Non, mais il est plus vif. En tout cas, il est plus vif que moi. Hein. Connecté justement avec ce que tu disais, le fait de pouvoir prendre du recul, un temps et pouvoir s'arrêter à un moment donné. Et finalement, quand on pense à Pessar, on pense aussi à cette question de devenir et de devenir de l'après et de la transmission aussi, parce que finalement l'histoire de Pessar, l'histoire de la traversée du désert, c'est une histoire qui est traumatique mais qui s'est transmise de génération en génération et qui se raconte de génération en génération. Et peut-être ce qu'on peut espérer aussi, c'est que ce qui se passe actuellement… Mais tu sais que c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi sur l'interprétation de la traversée du désert. Hein. Pour moi, le traumatisme, il n'est pas là. Pour moi, le traumatisme, c'est un traumatisme
d'une violence inouïe. C'est la lumière qui a été faite quand la Torah a été donnée au peuple juif. Et le vrai traumatisme, c'était d'obéir à la Torah. Le peuple juif n'était pas du tout un peuple obéissant. Le vrai traumatisme, ce n'est pas les Égyptiens, ni les traversées, c'est d'arriver. Zut, il va falloir qu'on obéisse à ça, mais ce n'est pas possible. Comment on va faire? Le traumatisme absolu. Et c'est la bénédiction, c'est d'avoir compris qu'il allait falloir s'infliger autant de lumière. Parce que la lumière à recevoir d'un coup comme ça, c'est d'une violence. Regardez le soleil en face, c'est ce qui est le plus difficile. Et les Juifs ont vu la loi en face et ils ont vu à quoi les prophètes étaient très, très, très en colère d'ailleurs sur les mecs qui ne respectaient pas le confinement. Un prophète, c'est quoi? C'est un mec qui dit « Putain, j'ai encore vu le mec qui sortait sur les Champs-Élysées avec ses 2 gosses. » Un prophète, c'est un type qui hurle sur les types qui ne respectent pas le confinement. Or, la loi, c'est un confinement moral. Et c'est un confinement, faire la cache-route, obéir aux préceptes du judaïsme, c'est un confinement, c'est une libération parce qu'évidemment, c'est un faux confinement. C'est un confinement en apparence. C'est un confinement qui libère. Mais au premier abord, quand tu ne te poses pas les bonnes questions, quand tu ne vas pas en profondeur de ce que ça signifie, c'est un confinement. C'est-à-dire que pour te sentir libre en confinement, là, le temps qu'on passe, il faut sculpter ces journées. Celui qui se sent bien dans la journée aujourd'hui, c'est quelqu'un qui résonne avec quelque chose d'important, mais c'est quelqu'un qui a réussi à sculpter sa journée, qui a réussi à trouver la loi intime qui lui permet de traverser cette journée. Mais quand tu reçois la Torah en pleine figure, si j'ose dire, t'imagines ce que c'est? Pour moi, ce n'est pas le désert qui est violent à traverser, c'est la loi qui est difficile à traverser. La véritable traversée de la loi, parce que là, il n'y a plus rien de désertique, il n'y a plus de désert. On n'est plus jamais seul. Et on est entouré d'autres. L'autre existe tout d'un coup. Et la Torah nous montre que cet autre est respectable, que cet autre n'est pas un désert, qu'il est riche, qu'on est au milieu de cet autre, et cet autre est parmi nous, et que précisément, pour pouvoir respecter cet autre, il va falloir respecter quelque chose qui nous dépasse soi-même, qui est la loi, et qu'il va falloir non seulement le montrer dans sa spiritualité, mais il va falloir le montrer dans ses actes. Tenir compte de ses engagements, ça va être de montrer des actes. C'est-à-dire que quelqu'un va venir de temps en temps vérifier que tu as ton attestation. Voilà. Ça peut être Hachem, ça peut être… mais Hachem, je ne le vois pas comme un policier. Je vois quand même quelqu'un qui ne vient pas vérifier ton attestation parce qu'il part du principe que tu l'as. Bon, on va conclure sur ces mots, je n'ajouterai rien à ça. Merci beaucoup Yann Moix, merci beaucoup à vous tous. Il y avait beaucoup de monde qui ont suivi, beaucoup de monde a suivi à la fois sur le Zoom et aussi en live sur Facebook. Donc j'espère qu'on pourra te retrouver. Merci à toi Noémie, vraiment merci pour tout, c'est toujours agréable. Alors là j'aurais préféré vous voir en vrai, mais enfin c'est le 21e siècle. Une prochaine fois. Et merci beaucoup aussi à Benjamin Auster, qui est délégué national à l'étude juive et qui permet merci Benjamin. L'organisation de ces temps depuis quelques jours. Merci beaucoup Yann et à très vite. Merci à vous tous. Bonne fête de Pessah, salut. Merci à toi aussi.